On va parler de la crise haïtiano-dominicaine qui s'aggrave jour après jour. Ce qui était autrefois une relation de voisinage marquée par des tensions récurrentes est devenu une véritable chasse à l'homme haïtien en territoire dominicain. La déportation massive de nos compatriotes s'intensifie dans des conditions humiliantes. Leurs droits fondamentaux sont bafoués et malgré les nombreuses alertes, aucune solution concrète n'a encore été mise en œuvre. Face à cette situation préoccupante, on doit noter les révocations du Premier ministre Gary Conille et de l'ancien ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy par le Conseil présidentiel de transition sous l'influence de Leslie Voltaire, après que ce dernier eut été humilié aux Nations Unies. Tout ceci ont laissé un vide diplomatique au moment où Haïti avait le plus besoin d'une stratégie forte pour défendre ses ressortissants. Aujourd'hui encore, alors que Harvel Jean-Baptiste semble déconnecté des réalités en pratiquant une diplomatie de longue queue et tête baissée, en remplissant les derniers couloirs et même les cuisines des ambassades et consulats avec les nominations forcées par un CPT décrié, les déportations continuent à un rythme alarmant et la souffrance des Haïtiens en République dominicaine s'aggrave sous le regard impassible de nos dirigeants. L'absence de position claire et de mesures efficaces fragilise encore davantage la position d'Haïti. Quel poids avons-nous sur l'échiquier régional si nous nous contentons de subir les décisions dominicaines sans proposer de solutions tangibles? Les promesses de réforme et les discours creux ne suffisent plus. Ce qu'il faut, c'est une réorientation immédiate de notre diplomatie avec des actions concrètes pour protéger les Haïtiens, restaurer la crédibilité de l'État et engager un dialogue bilatéral structuré qui serve nos intérêts. Donc, ce matin, nous accueillons l'émission y passe un ancien ministre des Affaires étrangères, un diplomate, M. Edmond Boksy, qui vient présenter une feuille de route détaillée visant à refonder les relations haïtiennes et dominicaines sur des bases saines et équilibrées. Sa proposition repose sur 5 axes majeurs: institutionnalisation du dialogue bilatéral, gestion concertée de la frontière, protection et valorisation de la diaspora haïtienne, coopération équilibrée pour le développement économique et finalement l'implication des anciens chefs d'État dans la diplomatie régionale. Bravo, Boksy. Cette proposition arrive à un moment critique où Haïti doit impérativement sortir de l'isolement diplomatique et reprendre le contrôle de ses relations internationales. L'heure n'est plus aux tergiversations, mais à la mise en place de mécanismes efficaces qui permettront à nos compatriotes de vivre dignement et de bénéficier d'une protection étatique réelle. L'État haïtien ne peut plus se contenter de constater les dégâts. Il doit agir. Et c'est pour cela que j'ai pris l'initiative d'inviter le diplomate, professeur Boksy, parce que le moment est arrivé pour agir. L'heure est grave. Merci, professeur Boksy, d'accepter nos invitations ce matin et d'être là en studio, en présentiel, pour répondre à nos questions. Bravo, Boksy, pour cette démarche et cette proposition. Bonjour, ambassadeur. Bonjour, GPPC. C'est vraiment un plaisir pour me répondre présent à l'émission Impasse de ce matin. Et je vous remercie encore infiniment de l'invitation. Et je profite de l'occasion pour dire bonjour aux principaux animateurs de cette émission, Davison Manuel et la dame, la fleur de la salle. Jusqu'à présent, elle n'est pas encore là, mais j'espère j'aurai la chance de la voir ici. GPPC, comme vous dit là, l'introduction, nous pensons que l'heure est grave, la situation est difficile. Et il est extrêmement important aujourd'hui comme nation, comme pays,
pour nous joindre un modus operandi pour nous voir comment nous recalibrer les relations avec les pays voisins, qui est un pays que nous il y a des relations diplomatiques. Et non seulement une relation diplomatique, mais nous devons avoir une relation de bon voisinage parce que nous partageons l'île. Et comme on se dit, qui est très important, c'est subir. Malheureusement, et depuis quelque temps, nous subissons le déboire de cette situation, de cette relation, mais nous plus après agir que nager. Et je pense que le moment est venu pour nous réveiller et nous faire quelque chose. Parce que avec un pays, nous partageons l'île, il est de quand même bon augure pour nous rassurer, pour nous gagner une structure de dialogue permanent et de conversation qui est nécessaire et capable au moins de nous harmoniser cette relation et dans l'intérêt des deux peuples. Monsieur l'ambassadeur, relation haïtiano-dominicaine, si nous regardons les relations avec la République voisine, nous avons comme première question, ou présentez-nous une relation ça, peut-être du point de vue historique. Je veux dire, pour mieux comprendre une relation entre Haïti et la République dominicaine. Bon, parce que si nous prenons une approche historique, qui est vraiment trop longue, et il est préférable pour nous dire que nous sommes un pays, une île que deux États souverains partagés. Et certes, il y a eu des moments historiques qui étaient créés et problèmes de chaque côté. Et il y a eu une présence haïtienne et en République dominicaine qui quittait un gros amer l'embouche dominicain. Il y a eu aussi des incidents graves en 1937 deux côtés dominicains qui étaient fait sur Haïtien qui quittent un gros amer. C'est-à-dire nous avons une relation historique, une relation qui est vraiment tourmentée. Mais au-delà de ces moments difficiles, quand il y a des moments de solidarité aussi. Parce que nous rappelons, les terrains routiers font un gros cyclone en République dominicaine, nous étions les premiers à apporter du secours dominicain. Et bien même Jantou en 2010, après le tremblement de terre, les Dominicains ont été les premiers, notamment le président Fernandez, à s'y rendre en Haïti. C'est-à-dire, en dépit de héros et Bassayo, la coopération, ou du moins le niveau de coopération entre les politiciens, ou du moins entre les gouvernements, qu'on ait des hauts et des bas, mais dans les zones frontalières, par exemple, et les deux communautés, ils vivent très bien ensemble, certainement quand il y a des petits moments d'échauffourée, mais au moins, il y a une cohésion entre ces communautés et frontalières. Une mariée à l'autre, une fait petite à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mélange ethnique même, on a dit, dans une frontière là. Et est-ce pourquoi, en dépit de tout ce qui va passer à là, son relation, on a dit, entre langues là-dedans, ils sont toujours ensemble, mais ça peut arriver dans le modèle une fois. Mais l'essentiel, c'est que, comme État, comme deux États, dans une relation contemporaine aujourd'hui, il faut nous jouer une façon pour nous gérer les relations ça, pour, en dépit des différends, il y a toujours des différents, mais nous toujours grand espace. Nous toujours un moyen pour un dialogue, pour nous parler et poser différents problèmes, poser différents et résoudre de manière pacifique. C'est ça qui est important. Pour parler de relations haïtiano-dominicaines, il y a des antécédents historiques. Absolument. Et peut-être qu'il faut comprendre ça pour comprendre ce qui a passé, je dis là. Mais à partir de quel moment nous gagnons une relation un peu tendue et même continue entre ces deux États? Tout au cours de l'histoire, toujours il y a des moments tendus et des moments de détente. Pas que nous jamais une période, les n'a regardé ça qui est écrit, ça qui est passé dans le temps. Pas que nous jamais une période qui continue sans avoir des moments d'agitation. Et dans toute relation entre des États qui partageaient des territoires géographiques, qui gagnent des frontières terrestres,
et ça arrivait entre les États-Unis et le Mexique, ça quand arrivé entre le Nicaragua et le Guatemala, et ça arrivait dans pas mal d'autres territoires qui partageaient des espaces géographiques. A toujours des affrontements. Et regardez ça qui a privé maintenant récemment, la semaine dernière, entre l'Inde et le Pakistan. Et toutes sont série de questions sur le contrôle d'espace géographique. Dans toute relation, ça, je pense que toujours il y a des hauts et toujours il y a des bas. Et j'aime un moment dans l'histoire, relation de pays, ça, Haïti et République dominicaine. Et certes, il y a des moments glorieux, il y a des moments de solidarité, mais il y a des moments tout d'agitation. Et l'essentiel, c'est d'avoir des hommes d'État à la hauteur qui connaissent comment, pour chaque fois, moment ça représenter, comment pour gérer et gagner contrôle sur eux, au lieu de ces moments, gagner contrôle sur nous. En tant qu'ambassadeur de carrière, M. Bokchit, comment vous analysez l'évolution politique migratoire dominicaine à l'égard des Haïtiens ces dernières années? Bon, écoutez, ces dernières années, à aller sur plusieurs années même. Écoutez, moi-même, ma position et ma réaction a toujours été ainsi. Absolument nécessaire pour un pays, c'est-à-dire dans l'exercice de sa souveraineté, pour les appliquer politique de gestion migratoire, c'est-à-dire pour les contrôler étrangers sous territoire, que l'étranger est légal ou bien qu'il est illégal. Ça n'a pas qu'à empêcher un pays prendre des mesures de contrôle migratoire sous territoire. Mais, moi toujours dit dans toute interview que je fais, ça qui est important à mon avis, ça me pense que qui est important, c'est cette politique d'expulsion ou du moins de déportation, bien de contrôle migratoire, il est important pour gagner une figure humanitaire, humaine, et non pas empêcher ou déporter des ressortissants étrangers illégaux sur le territoire, mais on essaie d'entendre nous d'accord sur la façon, la procédure. Et est-ce pourquoi je pense que le moment ça il y a 3 documents diplomatiques qui sont extrêmement importants pour nous camper derrière et faire valoir ça. Nous avons le traité frontalier de 1929 et nous avons la création de la commission mixte bilatérale qui par arrêté qui créée en 1996 et nous avons le protocole d'accord sur les mécanismes de rapatriement de 1999, de décembre 1999. Je pense que c'est 3 documents diplomatiques qui supposaient permettre nous, dans toute conversation avec nos voisins dominicains, pour nous refaire valoir et repenser ensemble avec eux pour voir comment nous avons une gestion qui est beaucoup plus respectueuse des droits de nos concitoyens quand il s'agit de expulsion, ou du moins l'application d'une politique migratoire. Ceci étant dit, la République dominicaine, et comme je l'avais dit tantôt, certes, les gains prérogatives ça pour gérer le territoire, mais l'essentiel, on peut le faire sans une violation drastique et massive des droits humains. Parce que, je pense même pour eux-mêmes, même pour la République dominicaine, il y a des images, des vidéos que nous pouvons qui pas faire honneur. Et je pense que il est important pour prendre des mesures, pour éviter, pour empêcher l'agence à opposer des actes aussi cruels sur nos compatriotes. Parce que, en dépit de tout, l'immigrant reste quand même un humain. Et je pense que si on a une politique faite de rapatriement, et comme nous avons un accord qui est existant, on voit comment de notre côté nous ensemble et avec les autorités dominicaines exiger et demander un respect beaucoup plus scrupuleux et les droits de ces Haïtiens qui sont en République voisine. Parlant de traité de 1929, également la violation, le traité de 1929, là, il y a une possibilité pour nous utiliser ensemble de ressources transfrontalières de manière équitable. Nous avons ça qui est passé.
nous avons construit le canal là. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une volonté systématique du côté de la République dominicaine de violer les lois? Puisqu'il y a un ensemble de traités qui l'a aussi, hein, mais décision qu'il a pris montre qu'il n'a pas fait cas de traiter ça. Bon, cela peut arriver, écoutez, et les accords internationaux, du moins les traités, ils sont signés par des États. Et ces États sont dirigés par des hommes d'État qui sont des humains. Ils vont toujours chercher à prendre un avantage sur l'autre. L'essentiel, c'est chaque partie, il y a intérêt pour veiller sur l'application de ces accords, de ces traités signés. Dominicain qui a toujours essayé de prendre avantage sur, mais ou même autorité haïtienne ou le gouvernement haïtien, c'est même pour veiller pour écouter. Il y a un accord qui a été signé, gain responsabilité pour la bonne côté ça, moi ou gain c'est eux même pour qui ramener à l'autre, pour défendre l'intérieur. Par exemple, sur la construction du canal sur la rivière Massacre, je pense que quelque part, non seulement tu as catégorie mauvaise foi quelque part, mais je pense que tu as manqué un dialogue, une conversation entre eux. Et c'est ça qui est essentiel pour le moment. On ne peut pas avancer, et comme assez bien dit Gary, on ne peut pas continuer à subir toutes les velléités, quelles que soient, et ça de la République dominicaine, sans nous-mêmes, pour nous pas une attitude proactive, c'est-à-dire une approche qui est basée sur la protection des intérêts nationaux et aussi des intérêts de nos concitoyens. L'important pour structure de conversation ça, qui existait, il faut nous insister pour nous entrer là-dedans, pour nous demander nos chita, il faut nous parler. Parce que, en plus, mon cas dit, par exemple, récemment, il y a le président dominicain qui fait une déclaration qui était un petit gens blessé. Mais malheureusement, l'autorité haïtienne ne répond à ça. Le président Abinader a dit que à qui est-ce pour le parler? Il n'y a pas de monde pour le parler. Est-ce que si c'est avec barbecue ou bien avec l'homme? Je pensais que ce n'était pas vraiment élégant. Et je pensais le président Abinader a un ambassadeur à Port-au-Prince et qui participait dans toutes les cérémonies CPT a fait, le ministère des Affaires étrangères doit convoquer les Vini. Cela veut dire que les grands représentants en Haïti. C'est-à-dire ne pose pas le problème de vis-à-vis, il estime que mon sayo. Bon, est-ce pourquoi je pense que l'autorité il est temps de se réveiller? Parce que gain de bagarre nous pas demander. Moi, je suis toujours contre une politique ou du moins une approche de confrontation. Nous parlons de confrontation. Même s'il y a ça aussi la diplomatie. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a la diplomatie, certes, mais il faut savoir quand le faire. Mais nous autres, Haïti, la posture que nous avons aujourd'hui, la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous n'avons pas rien levier ça. Il faut l'admettre. Nous n'avons pas rien levier ça. Malheureusement. Nous avons une situation d'un État qui est presque un État failli. L'effondrement de presque toutes nos institutions démocratiques. Et il y a des leviers au barrière sur la scène internationale, au barrière encore. Ça va prendre du temps pour reconstruire, pour remettre, pour gagner levier ça. Et il va falloir que vous passez par la tenue des élections pour qu'il y ait des autorités légitimes. Et élection, veut dire rétablir la sécurité. C'est-à-dire qu'on a dalle bagaille pour nous faire là, et qui permettre nous au moins regagner un peu de crédibilité internationale. Et je pense qu'en dépit de tout ça, l'autorité haïtienne est supposée insister auprès des autorités dominicaines la nécessité de rétablir le dialogue binational, de réactiver la commission mixte bilatérale qui sont structurées aux côtés des techniciens pour le chita et discuter et sous le leadership des deux ministres des Affaires étrangères pour au moins poser problème et chaque fois qu'il y a un problème qui paraît qui a besoin de solution entre les deux États, un mécanisme de discussion pour qu'il arrive là pour permettre de nous éviter quelles que soient les dérives qui gagnent. Ambassadeur Bauxite, parlant des instruments internationaux et qui déterminent les limites l'un ou l'autre et qui côté nous arrivé ça ne fait ça ne pas faire et il y a des gens qui croient que
Et si il y a une partie qui viole, puis l'autre partie n'a pas un problème d'hommes et de femmes compétents. Et dans ce sens-là, nous avons posé la question qui est responsabilité de l'État et t'as dû porter dans la gestion des flux migratoires et incontrôlés vers la République dominicaine. Bon, c'est première mesure pour aider à gérer ou du moins diminuer les flux migratoires là, est connu. C'est un pays qui a une situation stable, qui est en mesure pour créer des emplois, ou du moins qui a venir avec des investissements, même quand il était capable d'investissements étrangers, mais des investissements du gouvernement, à travers les ministères régaliens, ou bien chaque ministère qui a un budget, qui déclare encourager dans un premier temps mon niveau, notamment dans l'agriculture par exemple. Parce qu'un pile d'un frère local de Saint-Domingue, c'est l'agriculture. Et après, il y a la construction. Et ensuite, il y a le secteur touristique. Et il faut me dire ça en passant, même quand on voit tout ça qu'a fait contre la communauté, contre les Haïtiens et les République dominicaine en situation régulière, eh bien, la participation de ces migrants les constituait 14% du PIB dominicain. Ouais, ta économie dominicaine, c'est-à-dire 14% du PIB du produit intérieur brut de la République dominicaine. C'est les créations. C'est communauté haïtienne, migrants haïtiens au créel. C'est-à-dire, c'est une main-d'œuvre ou bien c'est une communauté qui supposée est considérée comme une communauté importante. Mais tout dépendra de la structure qu'ils mettent en place pour au moins permettre que la communauté ça, pendant la évoluer sur cette terre étrangère, dans ce pays étranger, quel type d'accompagnement le cas. Mais pour me tourner à la question de gestion de flux migratoires là, nous avons comme l'État, nous avons cette responsabilité pour nous faire en sorte que pour nous gérer flux migratoires là, gérer l'espace frontalier. Mais il n'y a pas un secret pour personne. Frontières ne sont pas soi. Et il faut le dire aussi, hein, très souvent, même des Dominicains qui sont frontières là, ils ont impliqué tout dans le trafic ça. Viennent chercher des Haïtiens de manière illégale, mener le travail dans des champs, dans des fermes d'agriculture, etc. Il y a un problème ça pour résoudre. Mais de notre côté, de la mesure où moun sa yo, frère sa yo, qui dans zone frontalière, qui ont des espaces que longtemps, autrefois, moun yo te a donné à l'agriculture, et ils préfèrent quitter lui parce que gain de accompagnement et pas joindre dans l'État, dans le ministère de l'Agriculture par exemple. On dit l'on a l'espace non ferme agricole dominicaine, 90% moun qui là-dedans c'est haïtien. Qui aider la République dominicaine produit vers l'exportation et voyez ben nous tout. Et pourtant ce sont des paysans, ce sont des gens qui te cap joindre un accompagnement ou te cap encourager rester dans zone nian pour produire, même quand pas à grande échelle comme ils le font en République dominicaine, mais tu as des diverses productions et de sites de production qui te cap créer une certaine différence. Parce que très souvent les gens travaillent dur là-bas et pas en pile comme les toucher. Et s'il arrête la Kali, il y a un accompagnement, la produit, moi c'est le cas beaucoup plus à l'aise. Mais ceci étant dit, si moun sa yo, frère sa yo, compatriotes sa yo, arrivent en République dominicaine, même quand la est en situation illégale, il est absolument nécessaire pour deux États yo, tenir compte de ça. Et pour nous voir comment nous devons demander autorités dominicaines yo, pour intervenir auprès de ces entreprises, pour régulariser moun sa yo. On dit nous considérons comme des travailleurs saisonniers. On dit qu'une compagnie qui a construit un bloc d'appartements, elle a besoin de 600 employés, 600 personnes pour qu'ils travaillent là-dedans. Période de construction a duré 2 ans. Et bien, nous avons dit, l'autorité dominicaine, l'autorité immigration dominicaine, à travers toute structure de négociation, de pourparler ça, nous avons exigé ou bien demandé, il faut que un statut. Non seulement capable de protéger les droits, parce que nous connaissons qu'il y a un phénomène qui est très courant là-bas,
Haïtiens qui ont fait un travail bien dur pendant un mois, pour les arriver pour le toucher, il y aurait l'immigration pour lui, déporter l'île, pas rien. S'il y a un statut légal, que l'autorité dominicaine d'accord, si construction ou bien travail, ça va faire durer 2 ans, on dit nous ballons statut pendant 1 an renouvelable, au moins on connaît les protéger, les pas victimes de abus des agents de l'immigration dominicaine. Parce qu'en pile fois, vous jouez des travailleurs, ils sont victimes, on a toujours comme la marche sous lui, pour le bail, pour quitter l'aller. Ça, je pense que si nous arrivons à travers cette conversation qui suppose gagner entre la commission mixte entre 2 pays, toutes sont une série de problématiques qui supposent poser et discuter et ouais, comment nous sommes arriver là. Parce que ça qui est important pour moi, qui attire l'attention, la déclaration finale, après la rencontre hier là, entre le président Abinader et les 3 anciens présidents, ou quand on est tout au début de communiquer ça, ils font appel à la commission économique et sociale, comme on t'a balancé dans la nouvelle là. C'est-à-dire, ça, à ma lecture, montre que ils se sont rendus compte, même les font application de la politique migratoire, c'est-à-dire d'expulsion massive, mais ils se sont rendus compte que ça a un impact sur l'économie dominicaine et sur des secteurs comme le secteur de construction, de l'agriculture et de touristique. Par contre, l'important pour le Conseil économique et social, ça a fait, on analyse, il fait des propositions au gouvernement dominicain, et je pense que c'est là qu'il a orienté vers une régularisation, parce que c'est important pour régulariser et main-d'œuvre là. Si vous avez besoin de la plaque à vous, certes, il est important pour contrôler lui, mais main-d'œuvre là, il est nécessaire, par contre, on essaie de régulariser main-d'œuvre ça, qui permettre nous au moins une certaine protection pour nos concitoyens et aussi qui bon pour eux tout, qui a moins de violations des droits humains. Et tout à l'heure, Davison, et m'a tout profité et faire question ça, ambassadeur. Et selon vous-même, qui ça manqué à la diplomatie haïtienne actuelle là, pour mieux défendre l'intérêt ou ressortissants dans un contexte aussi tendu? Bon, écoutez, moi, pour avoir été un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères pendant 32 ans, parce que je fais toute jeunesse, moi, là, entré dans le ministère, là, j'avais 22 ans, je fais toute jeunesse, moi, là, dans le ministère, là, toute vie. Je ne suis pas là pour critiquer le ministère, ou du moins le ministre, ou du moins les autorités. Et au du moins, si toutefois il y aurait une critique, ce serait une critique constructive. Je pense que la diplomatie haïtienne n'est pas une structure extraterrestre. Je pense que la diplomatie haïtienne c'est un élément de l'ensemble. Et je dois vous dire que le ministère des Affaires étrangères, ou du moins le ministre des Affaires étrangères, n'est pas le principal concepteur de la politique étrangère. Et la présidence a cette responsabilité de concevoir la politique étrangère et le ministère des Affaires étrangères pour sa mise en œuvre. Cela peut arriver, le ministre fait des propositions au président de la République sur des questions données. Mais le ministre a fait une proposition et la présidence n'a pas estimé que c'est la bonne formule. Mais l'essentiel, c'est que en tenant compte de la situation actuelle d'Haïti, la dégradation même, ou du moins, entre guillemets, le processus, l'État a un processus de défendrement, et pour nous vivre un État failli consommer, parce que si nous ne pas prendre des dispositions, on a privé là. Et on ne peut pas croire que la diplomatie a fait des miracles. Certes, ça va les dire autant déresponsabiliser nos représentants pour camper et défendre les intérêts de nos ressortissants. C'est une première responsabilité, il faut le faire. Mais il faut nous gagner des représentants qui sont capables. Et moi, je l'ai toujours dit, malheureusement, depuis probablement ces 15 dernières années, nous avons une diplomatie qui subit trop de la politique. Nous avons une diplomatie côté nous avons souvent des interventions politiques qui fait
très souvent, résultat mitigé. Est-ce pourquoi nous avons toujours pensé, c'est-à-dire des diplomates de carrière comme moi, nous toujours discuter de ça. Il y a des pays qui font, qui arrivent à un quota déterminé, c'est-à-dire pour des postes, pour des diplomates de carrière et des dominations politiques. Et il y a des pays qui arrivent à faire le 50-50, mais il y a des pays qui font le 60-40, mais nous-mêmes, malheureusement, nos diplomates de carrière n'ont pas toujours la chance de bénéficier des nominations à l'extérieur pour au moins ou la différence entre la formation, la triture de la personne et le monde qui prend le métier là. Et je pense que c'est important pour nous renforcer, pour permettre au moins à partir de formation recevoir, pour nous connaître que la défense des intérêts de nos ressortissants, ça doit être la mission première. Et ce n'est pas une défense d'intérêt ou bien des droits des ressortissants en confrontation avec l'autorité pays côtoyés. La diplomatie elle-même, des pratiques, des bords des couloirs, des bords des outils pour faire ça, pour faire le job. Et est-ce pourquoi je l'ai toujours dit, et diplomatie pas faite sur place publique. Il y a certaines positions qui ne sont pas supposées ni discuter ni parler publiquement. Une fois qu'il y a un canal de communication, c'est l'utiliser avec le partenaire pour arriver sur une entente quelconque pour résoudre un problème. Et je pense que aussi longtemps nous avons continué à renforcer le mécanisme de mission et aussi créer tout un espace qui montre que nous sommes beaucoup plus crédibles. Parce que parfois, il y a un petit genre nuisible, les pays accrédités là, ils viennent de voir une mission qui gagne 40-50 personnes, mais qui créent une confusion pour lui. Et l'on chercher en termes de résultats ou pas. Mais l'important pour ne pas jamais empêcher des interventions politiques, nous ne sommes pas jamais capables d'empêcher les interventions politiques dans la diplomatie haïtienne, mais on peut arriver à un moment où on peut diminuer cette influence politique. Certes, il va y avoir des nominations politiques, mais on va tenir compte non seulement de la formation des diplomates, mais aussi de l'intérêt national qui doit guider et présence mission diplomatique sur les territoires étrangers.